Imaginez conduire votre voiture à 400 mètres sous l'eau. C'est plus profond que la hauteur de l'Empire State Building. Des poissons nageant au-dessus de votre toit, une pression océanique écrasante tout autour de vous, mais vous roulez à 80 km à l'heure comme sur n'importe quelle autoroute. La Norvège dépense 2 milliards de dollars pour creuser le tunnel sous-marin le plus profond du monde. Pas pour des trains, ni pour des réseaux de services publics. Pour des voitures et des camions ordinaires. Le tunnel Rogfast plongera à 400 mètres sous la mer de Norvège. Pour vous donner une idée, même si vous empiliez 4 statues de la liberté les unes sur les autres, ce tunnel serait encore plus profond. Mais voici la partie qui va vous épater. La Norvège a calculé que cette autoroute sous-marine leur rapportera en réalité de l'argent. Beaucoup d'argent. Et la façon dont ils la construisent est tellement révolutionnaire que des pays du monde entier copient déjà leur technique. Actuellement, si vous voulez voyager de Stavanger à Bergen en Norvège, vous avez un problème. Ces deux grandes villes sont séparées par un dédale de fjords, ces bras de mer profonds et étroits creusés par d'anciens glaciers. Votre trajet ressemble à ceci: conduire jusqu'à un ferry, attendre, monter à bord, traverser l'eau, descendre, conduire jusqu'à un autre ferry, attendre à nouveau. Répétez cette routine 7 fois. Ce qui devrait être un trajet de 3 heures devient une odyssée de 8 heures. Parfois plus longtemps, si le temps est mauvais et que les ferries sont annulés. Les familles norvégiennes font face à cette situation depuis des générations. Les propriétaires d'entreprises perdent des millions à cause des retards de livraison. Les véhicules de secours restent bloqués à attendre les ferries alors que des personnes ont besoin d'aide. Les compagnies de ferry gagnent certes beaucoup d'argent, mais la Norvège s'est rendu compte d'une chose: elles perdent bien plus d'argent qu'elles n'en gagnent. Chaque heure qu'un camion passe à attendre un ferry, c'est de la productivité perdue. Chaque touriste qui décide que le voyage est trop compliqué, c'est un manque à gagner. Chaque entreprise qui ne peut pas se développer parce que le transport n'est pas fiable, c'est une opportunité perdue. Alors la Norvège a fait les calculs. Ils ont estimé que le bénéfice économique de la connexion de ces régions permettrait d'amortir le tunnel en 25 ans. Mais construire le tunnel sous-marin le plus profond du monde n'a rien à voir avec creuser un tunnel ordinaire. À 400 mètres sous l'eau, la pression est incroyable. On parle d'une pression 40 fois supérieure à la pression atmosphérique normale. C'est suffisant pour écraser une voiture comme une canette de soda. La roche là-dessous n'est pas simplement de la roche. Elle a été comprimée et tordue par des millions d'années de pression géologique. Parfois, elle est plus dure que l'acier. Parfois, elle s'effrite comme du fromage. Et puis, il y a l'eau. Pas seulement de simples infiltrations d'eau souterraine. On parle ici du poids total de la mer de Norvège qui tente d'inonder votre tunnel. La plupart des ingénieurs regarderaient cela et diraient « impossible ». Les ingénieurs norvégiens ont dit « défi relevé ». Leur solution? Quelque chose appelé la méthode du forage et du minage, mais dopée avec la technologie du 21e siècle. Ils utilisent des explosifs si précisément calibrés qu'ils peuvent faire sauter la roche solide sans perturber la structure du tunnel situé à seulement quelques pieds. Des foreuses guidées par GPS capables de placer des charges avec une précision de quelques centimètres. Mais voici la partie vraiment ingénieuse. Ils ne combattent pas la pression de l'eau. Ils l'utilisent. Les tunnels sous-marins traditionnels essaient de garder toute l'eau à l'extérieur. La Norvège a compris que c'était en fait la manière la plus difficile de procéder. À la place, ils construisent ce qu'on appelle un tunnel drainé. Ils laissent entrer des quantités contrôlées d'eau, puis la pompent en continu. Pensez-y comme ceci. Au lieu de construire un sous-marin totalement étanche, ils ont construit un sous-marin doté d'un excellent système de drainage. Cette approche présente 3 énormes avantages. Premièrement, c'est beaucoup moins cher. Vous n'avez pas besoin de matériaux d'étanchéité exotiques qui coûtent une fortune. Deuxièmement, c'est en réalité plus sûr. Si votre étanchéité échoue dans un tunnel traditionnel, vous subissez une inondation catastrophique. Si votre système de pompage tombe en panne ici, vous obtenez un flux d'eau gérable. Troisièmement, c'est plus facile à entretenir. Vous pouvez accéder au système de drainage et le réparer sans reconstruction majeure. La Norvège a d'abord testé cette technique sur des tunnels plus petits. Cela a tellement bien fonctionné qu'ils sont désormais les leaders mondiaux de la construction de tunnels sous-marins. Des pays envoient littéralement des délégations en Norvège pour apprendre ces techniques. Les chiffres derrière Rogfast sont absolument stupéfiants. Ils excavent 8 millions de mètres cubes de roches. C'est assez pour construire une pyramide plus grande que la grande pyramide de Gizeh. Le tunnel fera 27 km de long. Cela représente 16,8 miles. Vous conduirez sous l'eau pendant environ 20 minutes à la vitesse de l'autoroute. Il comptera 4 voies de large avec des sorties de secours tous les 500 mètres. Une couverture complète du réseau mobile sur toute la longueur. Un éclairage LED qui imite la lumière du jour pour éviter la fatigue dans le tunnel. Mais voici ce qui montre vraiment l'ampleur du projet. Ils utilisent 15 chantiers différents en même temps. Certains sur la terre ferme, d'autres sur des îles artificielles, d'autres encore sur des plateformes flottantes. La logistique est complètement folle. Ils doivent coordonner les horaires de dynamitage pour que les explosions ne se gênent pas les unes les autres. Ils doivent transporter des millions de tonnes de roches excavées. Ils doivent faire tourner toute l'opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour respecter l'échéance de 2033.
Et ils font tout cela tout en respectant certaines des normes environnementales les plus strictes au monde. C'est là que la Norvège montre vraiment en quoi elle est différente. Les méga-projets considèrent la protection de l'environnement comme une réflexion après coup. La Norvège en a fait un élément central de conception. Toute cette roche excavée, ils ne se contentent pas de la jeter. Ils l'utilisent pour créer de nouvelles zones de terre à aménager. Des îles artificielles qui deviendront des ports, des zones industrielles, voire des quartiers résidentiels. Le système de ventilation du tunnel ne fait pas que déplacer l'air, il le filtre. L'air qui sortira du tunnel sera en fait plus propre que l'air qui y entre. Il crée aussi des récifs artificiels avec une partie du matériau excavé. Ces récifs deviendront de nouveaux écosystèmes pour la vie marine. Mais le véritable chef-d'œuvre environnemental, c'est ce qui va arriver au transport dans la région. Actuellement, ces ferries consomment d'énormes quantités de carburant. Des moteurs diesel tournent en permanence, transportant voitures et camions d'un côté à l'autre. Les émissions de carbone sont énormes. Une fois que Rogfast sera ouvert, la plupart de ce trafic de ferries disparaîtra. La réduction des émissions de carbone sera équivalente à retirer définitivement 100 000 voitures de la circulation. La Norvège construit en quelque sorte un tunnel qui s'amortit sur le plan environnemental. Mais les bénéfices environnementaux ne sont qu'un début. L'ouest de la Norvège est économiquement isolé. Bien sûr, il est connecté, mais pas de manière efficace. Les entreprises ne peuvent pas compter sur la livraison juste à temps. Le tourisme est limité par les complications liées au transport. Rogfast change tout. Les compagnies de transport maritime pourront garantir les délais de livraison. Les fabricants pourront élargir leur chaîne d'approvisionnement. Les touristes pourront visiter plusieurs villes en un seul voyage. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Ce tunnel crée une nouvelle géographie économique. Soudainement, les petites villes situées le long du trajet deviennent des emplacements viables pour les entreprises. Vous pouvez vivre dans un paisible village côtier et faire la navette jusqu'à Bergen. Vous pouvez gérer une activité industrielle dans une zone à faible coût, tout en ayant un accès facile aux principaux ports. La valeur de l'immobilier évolue déjà en prévision de ces changements. Certaines zones voient la valeur des propriétés doubler. La Norvège estime que le tunnel générera 15 milliards de dollars d'activité économique au cours de ces 20 premières années. Cela représente un retour sur investissement de 7 pour 1. Ce que la Norvège réalise avec Rogfast ne consiste pas seulement à relier deux villes. Ils sont en train d'écrire le manuel de l'infrastructure du 21e siècle. Des pays du monde entier observent ce projet car ils font face à des défis similaires. La Chine adapte déjà les techniques norvégiennes pour des tunnels sous-marins dans le cadre de son projet de la Grande Baie. Le Royaume-Uni étudie Rogfast pour d'éventuelles connexions entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Même les États-Unis portent une attention particulière à ce projet. Il existe des propositions de tunnels sous-marins reliant Manhattan à Brooklyn ou San Francisco au comté de Marin. Mais voici ce qui rend la Norvège unique. Ils construisent des infrastructures intelligentes. Le tunnel sera équipé de capteurs surveillant tout, la qualité de l'air, le flux de circulation, l'intégrité structurelle, ainsi que des systèmes d'apprentissage automatique capables de prédire les besoins de maintenance avant que les problèmes ne surviennent. Le système de ventilation du tunnel s'ajuste automatiquement en fonction des flux de circulation et de la qualité de l'air. Les systèmes d'intervention d'urgence peuvent détecter les accidents en quelques secondes et envoyer de l'aide à l'endroit exact. Chaque aspect de ce tunnel est relié à un système central de surveillance. Il apprendra et s'adaptera au fil du temps. Actuellement, les travaux avancent à toute vitesse, mais la Norvège fait face à de sérieux défis. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont augmenté les coûts de 30%. Les ouvriers qualifiés pour les tunnels se font rares dans le monde entier. Les réglementations environnementales deviennent de plus en plus strictes. La coordination entre 15 chantiers différents, c'est comme diriger un orchestre symphonique où chaque musicien joue une partition différente. Un retard sur n'importe quel site affecte l'ensemble du calendrier. Et il y a une pression politique. Certains Norvégiens se demandent si dépenser 2 milliards de dollars pour un tunnel est la meilleure utilisation de l'argent du fonds pétrolier, alors qu'ils pourraient investir dans les énergies renouvelables ou des programmes sociaux. Mais la Norvège a une arme secrète. Elle a déjà fait cela auparavant. La Norvège possède déjà plus de tunnels sous-marins que n'importe quel autre pays. Plus de 30 au total. Ils ont tiré des leçons de chaque projet. Le tunnel de l'Erdal leur a appris la gestion de la qualité de l'air. Le tunnel d'Eiksund leur a appris la construction en eau profonde. La route de l'Atlantique leur a appris à construire dans des conditions météorologiques extrêmes. Rogfast n'est pas leur premier rodéo, c'est leur chef-d'œuvre. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment folle. Rogfast n'est pas la fin des rêves norvégiens d'autoroutes sous-marines, c'est le début. Ils planifient déjà la prochaine étape. Des tunnels sous-marins reliant la Norvège au Danemark, puis à l'Allemagne, et finalement un réseau autoroutier entièrement sous-marin reliant toute la Scandinavie. Imaginez conduire d'Oslo à Copenhague sans jamais voir la surface de l'océan, ou de Stockholm à Berlin en ligne droite sous la mer Baltique. Et d'autres pays font des plans similaires. Le Japon souhaite des autoroutes sous-marines reliant ces îles. L'Indonésie prévoit des tunnels entre ses principales îles. Même l'Australie envisage des connexions sous-marines vers la Tasmanie.
Nous assistons peut-être au début d'une toute nouvelle ère du transport, où les continents seront reliés par des réseaux d'autoroutes sous-marines. En 2033, lorsque le Rogfast ouvrira, vous pourrez traverser la Norvège d'un bout à l'autre en une seule journée. Plus de ferries, plus de retard dû à la météo, juste une traversée directe par la plus profonde autoroute sous-marine jamais construite. Mais d'ici là, la technologie que la Norvège a développée pour le Rogfast se sera déjà répandue dans le monde entier. La question est, quel pays sera assez audacieux pour aller encore plus loin que la Norvège? Et que se passera-t-il lorsque toutes les grandes villes du monde seront reliées par des autoroutes sous-marines qui feront ressembler les transports d'aujourd'hui à des calèches? Parce qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, des ingénieurs observent le succès de la Norvège et se demandent s'ils peuvent descendre à 400 mètres, pourquoi ne pourrions-nous pas aller à 600? Mais la Norvège n'est pas le seul pays à construire des tunnels impossibles. L'Espagne et le Maroc ne sont séparés que par 14 km d'eau. Ils planifient un tunnel à 7 milliards de dollars depuis 30 ans. Alors pourquoi n'a-t-il pas encore été construit? Cliquez sur « Regardez la suite » pour découvrir pourquoi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Un pays célèbre pour ses ruines vieilles de 2500 ans s'apprête à construire sa plus haute tour jamais réalisée. Pas dans le Dubaï en plein essor, ni dans le Singapour étincelant, mais en Grèce, une nation qui a passé des décennies à dire catégoriquement non au gratte-ciel. La Riviera Tower à Athènes sera le premier domino d'un plan de transformation stupéfiant de 10 milliards de dollars en Grèce. Cette seule tour pourrait résoudre le plus grand cauchemar économique de la Grèce ou en créer un tout nouveau. Pendant des générations, Athènes avait une règle non écrite, ne pas construire plus haut que l'Acropole. Imaginez dire à New York qu'ils ne peuvent pas construire plus haut que la Statue de la Liberté, ou à Dubaï qu'ils ne peuvent pas dépasser la hauteur d'un palmier. C'est essentiellement ce que la Grèce s'est imposée à elle-même. Promenez-vous dans Athènes aujourd'hui et vous verrez des rangées interminables de blocs de béton de 6 étages. Ce ne sont pas de charmantes maisons de ville européennes. Ce sont des immeubles d'appartements fades et identiques qui s'étendent à perte de vue. La ville donne l'impression que quelqu'un a copié-collé le même immeuble 1000 fois à travers le paysage. Mais il y a une raison à cette monotonie architecturale. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grèce a instauré des codes du bâtiment qui interdisaient pratiquement les structures hautes. La crainte était simple, les tremblements de terre pouvaient faire s'effondrer les tours, et puis qui voudrait rivaliser avec le Parthénon? Cette décision a façonné la silhouette de tout un pays pendant 70 ans. Alors que d'autres pays visaient les nuages, la Grèce est restée obstinément horizontale. Puis est arrivée l'année 2019 et tout a changé. Le gouvernement grec a annoncé quelque chose qui a choqué les architectes du monde entier. Ils ont approuvé la Riviera Tower, un géant de 200 mètres qui écraserait tous les autres bâtiments du pays. Réfléchissez un instant à ces chiffres. À 200 mètres, cette tour est plus haute que 40 maisons ordinaires, empilées les unes sur les autres. Dans une ville où la plupart des bâtiments ne dépassent pas 6 étages, cette tour s'élèvera à 50 étages dans le ciel. La tour est complètement différente de tout ce que la Grèce a jamais tenté. On parle d'appartements de luxe qui coûtent plus cher que ce que la plupart des Grecs gagnent en une vie, d'espaces de bureaux conçus pour des entreprises internationales et de commodités qui évoquent plus Dubaï qu'Athènes. Mais là où cela devient vraiment intéressant, c'est que cette tour représente la première étape du plan directeur de la Grèce pour se réinventer complètement en tant que destination de luxe pour les ultra-riches. La Riviera Tower n'est que le début. La Grèce a discrètement lancé l'un des projets de transformation urbaine les plus ambitieux de l'histoire européenne, un plan de 10 milliards de dollars pour transformer le littoral d'Athènes en un Monaco méditerranéen. Le point central, quelque chose appelé le projet Ellinikon. Imaginez le plus grand projet de régénération urbaine côtière au monde, construit sur le site de l'ancien aéroport d'Athènes. On parle d'hôtels de luxe, de quartiers commerçants, de tours résidentielles et d'un immense parc, le tout conçu pour attirer l'élite mondiale. Les chiffres donnent le vertige. Ce seul projet va créer 75 000 emplois et ajouter 2,4% au PIB total de la Grèce. C'est comme si on ajoutait la production économique d'un petit pays à l'économie grecque d'un seul coup. Mais voici ce qui est fou, la Grèce fait tout cela alors qu'elle se remet encore de l'un des pires cracks économiques de l'histoire moderne. Revenons en 2010. La Grèce était pratiquement en faillite. Le pays ne pouvait plus payer ses factures, le chômage atteignait 27% et les jeunes Grecs quittèrent le pays en masse. Athènes ressemblait moins à une capitale européenne qu'à une ville assiégée. Les banques fermaient, les manifestations remplissaient les rues et toute l'Union européenne se demandait si la Grèce n'allait pas s'effondrer complètement. Le mot Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de l'Union européenne, est devenu une véritable possibilité. Avançons jusqu'à aujourd'hui et la Grèce vise désormais des tours de luxe et des projets à plusieurs milliards de dollars. Comment un pays peut-il passer d'une catastrophe économique à la construction de gratte-ciel pour millionnaires en un peu plus de 10 ans?
La réponse révèle quelque chose de fascinant sur la façon dont les nations se réinventent au XXIe siècle. Les dirigeants grecs ont compris quelque chose de crucial. On ne peut pas reconstruire une économie en restant exactement la même. Alors que d'autres pays européens misaient sur l'industrie ou la technologie, la Grèce a choisi de se démarquer sur un tout autre terrain, l'art de vivre. La stratégie est d'une simplicité brillante. Au lieu d'essayer de construire des usines ou des pôles technologiques à partir de rien, la Grèce mise sur ce qu'elle possède déjà, un climat incroyable, de magnifiques littoraux, une histoire riche et une position géographique reliant l'Europe à l'Asie et à l'Afrique. Mais ils ne se contentent plus de vendre du tourisme. Ils proposent une transformation complète du mode de vie à l'élite fortunée du monde entier. C'est ici que le plan de la Grèce devient vraiment intelligent. Le pays propose ce qu'on appelle un Golden Visa. Investissez 250 000 € dans l'immobilier grec et vous obtenez la résidence dans l'Union européenne. Pas seulement la résidence grecque, mais l'accès à toute l'Union européenne. Pour les personnes fortunées venant de Chine, de Russie, du Moyen-Orient, et d'ailleurs, c'est extrêmement attractif. Vous obtenez un appartement de luxe dans un magnifique pays méditerranéen, en plus de la possibilité de vivre et de travailler partout en Europe. La Riviera Tower et des projets comme Hellinikon ne sont pas seulement des bâtiments. Ce sont des tickets d'or pour la citoyenneté européenne, enveloppés dans un écrin de luxe. Depuis 2014, la Grèce a délivré plus de 30 000 Golden Visa, attirant plus de 7,5 milliards d'euros d'investissements étrangers. Ce n'est pas qu'une petite monnaie, c'est assez d'argent pour transformer des régions entières du pays. Mais il y a une autre dimension à cette histoire que la plupart des gens ignorent. La transformation de la Grèce est en grande partie financée par des investissements chinois. Le même pays qui a construit des villes entières à partir de rien aide désormais la Grèce à reconstruire son économie grâce à l'immobilier de luxe. Les entreprises chinoises injectent des milliards dans les infrastructures, les ports et les projets immobiliers grecs. Le port du Pirée, le plus grand port de Grèce, est désormais majoritairement détenu par le géant chinois du transport maritime COSCO. Les investisseurs chinois sont des soutiens majeurs du projet de développement Hellinikon. Cela crée une dynamique fascinante. La Grèce antique est reconstruite avec des capitaux chinois modernes, visant des citoyens fortunés du monde entier qui souhaitent obtenir une résidence européenne. Mais tout le monde en Grèce ne se réjouit pas de ces changements. Beaucoup d'habitants craignent que ces développements de luxe ne les excluent de leur propre quartier. Imaginez vivre dans le même quartier que votre famille habite depuis des générations et voir des tours de luxe s'élever autour de vous, avec des appartements que vous ne pourrez jamais vous permettre. Il y a aussi une inquiétude d'ordre culturel. La Grèce a passé des millénaires à préserver son patrimoine architectural. Les critiques soutiennent que courir après un développement à la Dubaï risque de transformer Athènes en une destination de luxe générique de plus. Les protestations n'ont pas été massives, mais elles sont persistantes. Les groupes environnementaux s'inquiètent du développement côtier. Les historiens se demandent si des tours modernes ont leur place dans une ville célèbre pour ses monuments antiques. Mais le plus grand risque est peut-être d'ordre économique. La Grèce mise essentiellement sa reprise sur l'attraction de riches étrangers. Que se passera-t-il si les conditions économiques mondiales changent? Et si d'autres pays proposaient des offres de visa dorés? Et si le marché de l'immobilier de luxe s'effondrait? Il y a aussi un sujet dont personne ne veut parler publiquement, les tremblements de terre. La Grèce se trouve sur plusieurs failles actives. Le pays subit des centaines de petits séismes chaque année et des majeurs tous les quelques décennies. Les bâtiments traditionnels grecs étaient conçus bas et solides, et ce n'était pas sans raison. Aujourd'hui, le pays construit ses structures les plus hautes de son histoire dans l'une des régions les plus sismiques d'Europe. Les ingénieurs assurent que la technologie moderne peut gérer ce risque. La Riviera Tower utilise une ingénierie sismique avancée qui n'existait pas lorsque la Grèce a d'abord interdit les immeubles de grande hauteur. Des simulations informatiques montrent qu'elle peut résister à des séismes qui détruiraient des structures traditionnelles. Mais il subsiste tout de même une part d'incertitude. La Grèce mène en quelque sorte une expérience grandeur nature. L'ingénierie moderne peut-elle surmonter des réalités géologiques ancestrales? Si la Riviera Tower réussit, elle ne restera pas seule bien longtemps. Des promoteurs à travers Athènes proposent déjà des projets similaires. La silhouette de la ville pourrait être totalement transformée d'ici une décennie. D'autres villes grecques observent également la situation de près. Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, envisage ses propres projets de développement de luxe. Des îles comme Mykonos et Santorin étudient l'expansion de complexes hôteliers haut de gamme. La Grèce pourrait passer d'une nation horizontale à une nation verticale en l'espace d'une génération. Mais la Grèce n'agit pas dans un vide. Des pays de tout le bassin méditerranéen se disputent les mêmes résidents internationaux fortunés. L'Espagne propose des visas dorés, le Portugal dispose de programmes similaires et l'Italie développe des marchés immobiliers de luxe. Dubaï continue d'attirer des investissements mondiaux avec des projets encore plus ambitieux. Singapour offre une stabilité politique
et des opportunités d'affaires. Monaco reste la destination de luxe par excellence. La Grèce entre sur un marché saturé où les pays se livrent littéralement concurrence pour attirer l'élite fortunée du monde entier. La question n'est pas seulement de savoir si la Grèce peut construire des tours de luxe, mais si ces tours peuvent rivaliser avec des alternatives déjà bien établies à travers le monde. Voici un point que la plupart des reportages omettent. La Riviera Tower n'est pas seulement haute, elle est intelligente. Le bâtiment intègre des technologies avancées qui auraient été impossibles à l'époque où la Grèce commençait à éviter les gratte-ciel. On parle de systèmes qui ajustent automatiquement la consommation d'énergie, d'ascenseurs intelligents qui réduisent les temps d'attente et d'une sécurité intégrée utilisant la reconnaissance faciale et la surveillance par IA. Le bâtiment est conçu pour être une vitrine de la manière dont la technologie peut améliorer le luxe de vie. Il ne s'agit pas seulement de hauteur, il s'agit de créer une expérience de vie totalement différente qui justifie des prix premium. La construction de la Riviera Tower progresse rapidement, les fondations sont terminées et la tour s'élève étage par étage. Chaque mois rapproche la Grèce d'un moment qui définira son avenir économique. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment fascinante. La Grèce ne construit pas seulement une tour, elle mène une vaste expérience sociale et économique. Un pays célèbre pour son histoire antique peut-il réussir à se réinventer en destination de luxe moderne? Les premiers signes sont prometteurs. Les préventes des appartements de la Riviera Tower ont dépassé les attentes. Les investisseurs internationaux paient des prix élevés pour des unités qui ne seront achevées que dans 2 ans. Les investissements étrangers dans l'immobilier grec ont atteint des niveaux records en 2023. Le programme de Visa Doré continue d'attirer des candidats fortunés du monde entier. Le nombre de touristes n'a pas seulement retrouvé son niveau d'avant la crise économique, il l'a dépassé. Le succès engendre des conséquences inattendues dans toute la société grecque. La valeur des biens immobiliers à Athènes a augmenté de façon spectaculaire. Les jeunes Grecs qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter un appartement pendant la crise économique font maintenant face à des prix encore plus élevés à cause des investissements étrangers. Les entreprises locales s'adaptent pour servir une clientèle de plus en plus internationale. Les restaurants ajoutent des menus multilingues, les magasins acceptent différentes devises et les secteurs de services embauchent du personnel parlant le mandarin, l'arabe et le russe. Athènes se transforme lentement, passant d'une ville purement grecque à un centre international. S'il s'agit d'un progrès ou d'une perte culturelle dépend entièrement de votre point de vue. La Riviera Tower devrait être achevée en 2025. À son ouverture, la Grèce entrera officiellement en territoire inconnu. Un pays qui a passé des générations à éviter la hauteur s'apprête soudain à atteindre des sommets inédits. Mais le véritable test n'est pas de savoir si la tour sera construite. Le vrai test, c'est de savoir si la transformation radicale de la Grèce fonctionnera réellement. Un pays peut-il remplacer des ruines économiques par des gratte-ciel de luxe? Le patrimoine ancien peut-il coexister avec l'ambition moderne? Un pays peut-il réinventer toute son identité sans perdre son âme? Les réponses détermineront non seulement l'avenir de la Grèce, mais aussi si d'autres économies en difficulté peuvent suivre le même modèle. Des pays du monde entier observent pour voir si le pari à 10 milliards de dollars de la Grèce portera ses fruits. Car si cela fonctionne, la Grèce n'aura pas seulement construit une tour, elle aura créé un modèle de transformation nationale qui pourrait bouleverser notre façon de penser la reprise économique au XXIe siècle. La question n'est pas seulement de savoir si la Riviera Tower s'élèvera fièrement, mais si la Grèce elle-même s'élèvera ou tombera avec elle. Mais la révolution des gratte-ciel en Grèce n'est rien comparé à ce qui se passe juste au sud de l'Europe. En ce moment même, des ingénieurs planifient un tunnel de 7 milliards de dollars qui reliera pour la première fois 2 continents entiers. L'histoire de la façon dont ce projet impossible pourrait réellement fonctionner et pourquoi certains experts pensent qu'il pourrait déclencher le prochain bouleversement économique mondial est absolument incroyable. Cliquez ici pour regarder cette enquête, car ce que vous allez apprendre changera à jamais votre vision de l'avenir du commerce international. Cliquez sur Regarder la suite pour voir la vidéo. Imaginez monter à bord d'un train à grande vitesse à Madrid et arriver à Casablanca seulement quelques heures plus tard. Pas de vol, pas de ferry, juste la terre ferme sous vos pieds pendant que vous voyagez entre 2 continents. Ce n'est pas de la fiction. L'Espagne et le Maroc relancent l'un des projets de tunnel les plus ambitieux au monde. Un passage sous-marin de 10 milliards de dollars qui pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur les voyages entre l'Europe et l'Afrique. Imaginez ceci, vous êtes à 475 mètres sous la mer Méditerranée, plus profond que la hauteur de l'Empire State Building. Au-dessus de vous, d'immenses cargos traversent l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Autour de vous, des formations rocheuses qui ont été témoins de la collision des continents pendant des millions d'années. C'est ici que l'Espagne et le Maroc veulent creuser le tunnel le plus difficile jamais tenté. Le détroit de Gibraltar se trouve à l'une des intersections géologiques les plus violentes de la planète. Depuis 6 millions d'années, les plaques africaines et eurasiennes se frottent l'une contre l'autre ici,
créant un paysage de montagnes sous-marines, de fosses profondes et de failles qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. L'eau elle-même raconte cette histoire. Les courants atlantiques qui vont vers l'est rencontrent les courants méditerranéens qui vont vers l'ouest, créant un champ de bataille sous-marin de forces opposées. Chaque jour, plus de 300 navires naviguent dans ces eaux. Des pétroliers venant du Moyen-Orient, des porte-conteneurs venus d'Asie, des paquebots de croisière remplis de touristes. Le détroit figure parmi les voies maritimes les plus fréquentées au monde, même s'il ne représente qu'une fraction du trafic maritime mondial total. Tout tunnel doit d'une manière ou d'une autre coexister avec ce défilé constant de navires géants au-dessus de lui. Le tunnel du détroit de Gibraltar n'est pas une idée nouvelle. Les ingénieurs rêvent de relier l'Europe et l'Afrique depuis les années 1930. À l'époque, des chercheurs espagnols ont découvert quelque chose qui a immédiatement mis fin au projet. La roche sous le détroit était si dure que leur équipement n'a même pas pu les rafler. Les études géologiques ont révélé des couches de calcaire et de dolomie compressées pendant des millions d'années en des formations plus dures que le béton. Les premiers planificateurs ont envisagé des alternatives. Certains ont proposé un pont flottant avec des tours s'élevant à près d'1 kilomètre dans le ciel. D'autres ont suggéré un tunnel immergé, constitué de sections préfabriquées déposées dans une tranchée au fond de la mer. Chaque option se heurtait à des défis insurmontables. Les profondeurs étaient trop extrêmes, l'activité sismique trop imprévisible, le trafic maritime trop dense. Ils ont abandonné, mais près d'un siècle plus tard, le rêve renaît. Et cette fois, ils pourraient réellement avoir la technologie nécessaire pour le réaliser. Les tunneliers modernes peuvent percer des formations rocheuses qui auraient détruit les équipements des années 1930. La modélisation informatique permet de prédire les conditions géologiques avec une précision que les premiers ingénieurs n'auraient jamais pu imaginer. Et surtout, des tunnels sous-marins réussis existent désormais, prouvant que l'impossible peut devenir la routine. Voici pourquoi ce projet est absolument insensé. Le tunnel sous la Manche, que tout le monde considérait comme impossible lors de sa construction, ne se trouve qu'à 75 mètres sous le niveau de la mer. Le tunnel de Gibraltar ira 6 fois plus profond, atteignant une profondeur maximale de 475 mètres. Alors que le tunnel sous la Manche traversait une craie tendre relativement facile à creuser, Gibraltar oblige les ingénieurs à forer à travers certaines des roches les plus dures de la planète. Le détroit lui-même atteint des profondeurs de 900 mètres, mais le tracé du tunnel évite soigneusement ces sections les plus profondes. Les chiffres donnent le vertige. 2 tunnels parallèles, chacun d'environ 28 km pour la section sous-marine, avec une longueur totale de tunnel atteignant 38 à 42 km, y compris les accès terrestres. C'est comme construire le tunnel sous la Manche sous l'eau, mais en le rendant plus court tout en allant beaucoup plus profond. La profondeur maximale atteint 475 mètres sous le niveau de la mer, soit plus que la hauteur de la plupart des gratte-ciels. À de telles profondeurs, la pression exercée sur la roche est énorme. Les températures y sont plus élevées qu'à la surface. Chaque mètre gagné devient un combat contre la planète elle-même. Les ingénieurs estiment qu'il faudra excaver des millions de mètres cubes de roches et de sédiments. C'est assez de matériaux pour remplir des milliers de piscines olympiques. Tous ces déblais devront être transportés à la surface par des puits qui, eux-mêmes, représentent d'énormes défis techniques. La logistique à elle seule dépasse l'entendement. Les tunneliers nécessaires pour ce projet seront parmi les plus grands jamais construits. La technologie actuelle atteint un maximum d'environ 17, 6 mètres de diamètre pour les plus grandes machines actuellement en service. Les tunnels prévus à Gibraltar utiliseront des machines d'environ 7, 9 mètres de diamètre, ce qui est imposant, mais reste dans les capacités technologiques actuelles. Ces monstres mécaniques pèseraient tout de même des milliers de tonnes et coûteraient chacun des centaines de millions de dollars. Mais la profondeur n'est même pas le pire problème. Le détroit de Gibraltar se trouve sur l'une des caractéristiques géologiques les plus dangereuses d'Europe, la faille transformante des Açores Gibraltar. C'est pas n'importe quelle fissure dans la croûte terrestre. Ce gigantesque système de failles s'étend sur plus de 600 km, des îles Açores jusqu'à la côte marocaine. Il représente la frontière active, où 3 plaques tectoniques africaines, eurasiennes et ibériques se rencontrent et s'affrontent. Cette ligne de faille a provoqué le dévastateur tremblement de terre de Lisbonne en 1755, l'un des séismes les plus puissants de l'histoire européenne enregistrée. Les récits de l'époque racontent que les cloches des églises ont sonné dans toute l'Europe sous l'effet des vibrations. La secousse a été si puissante qu'elle a été ressentie jusqu'à Hambourg, et même en Finlande. Selon les témoignages, les lacs d'Écosse ont oscillé d'avant en arrière pendant des heures après la secousse principale. Le tsunami qui a suivi a anéanti des communautés côtières entières au Portugal, en Espagne et au Maroc.
La hauteur des vagues a atteint 15 mètres par endroit, soit plus haut qu'un immeuble de 4 étages. La ville portuaire de Lagos, au Portugal, a été partiellement détruite. Le palais royal de Lisbonne a disparu sous les vagues. Les estimations modernes suggèrent qu'entre 40 et 50 personnes sont mortes dans toute la région, bien que certains rapports avancent un bilan encore plus élevé. La faille reste active aujourd'hui. Des stations de surveillance sismique enregistrent des mouvements réguliers, alors que les plaques africaines et eurasiennes se frottent lentement l'une contre l'autre à environ 4 mm par an. Cela peut sembler minime, mais au fil des décennies nécessaires à la construction d'un tunnel, ces forces s'accumulent. Les ingénieurs doivent concevoir une structure capable de fléchir et de se plier lors d'une activité sismique sans s'effondrer. Il y a ensuite le problème de l'eau. Le détroit relie deux mers différentes, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Les eaux froides de l'Atlantique s'écoulent constamment vers l'est, tandis que les eaux chaudes de la Méditerranée se dirigent vers l'ouest, créant de puissants courants sous-marins. Ces courants atteignent des vitesses capables de dévier le matériel de plongée de sa trajectoire. Construire des sections de tunnels dans ces conditions exige une précision jamais tentée à de telles profondeurs. L'échange d'eau entre ces mers est immense. Chaque seconde, environ 1 million de mètres cubes d'eau traversent le détroit. C'est l'équivalent de vider une piscine olympique entière toutes les 2 secondes, sans interruption, pour toujours. Ce flux constant crée des phénomènes météorologiques sous-marins complexes, qui varient selon les marées, les saisons et la pression atmosphérique. La vie marine ajoute une autre couche de complexité. Le détroit sert de corridor de migration essentiel pour les baleines, les dauphins et d'innombrables espèces de poissons. Les cachalots plongent ici jusqu'à 0 mètre de profondeur, à la recherche de calmars géants dans les fosses abyssales. Les globicéphales voyagent en groupe de plusieurs centaines d'individus. Toute activité de construction doit tenir compte de ces écosystèmes sensibles. La topographie sous-marine ressemble à un paysage extraterrestre. Des falaises sous-marines abruptes plongent vers des plaines abyssales. Des pinacles rocheux s'élèvent comme des montagnes sous-marines. Le seuil de Camarinal, une crête sous-marine qui sépare l'Atlantique de la Méditerranée, n'atteint que 280 mètres de profondeur à son point le plus haut. Cette crête contrôle le flux d'eau entre les mers et représente l'une des sections les plus difficiles pour la construction d'un tunnel. Les gouvernements espagnols et marocains ont officiellement lancé ce projet en 1979 lorsque leurs rois ont signé un accord pour renforcer les relations entre l'Europe et l'Afrique. 2 entreprises d'État ont été créées, la SECIGSE en Espagne et la SNED au Maroc. Ils ont dépensé des millions dans des études tout au long des années 1980, mais en 2009, le projet est de nouveau tombé à l'eau. Trop cher, trop risqué, trop compliqué. Qu'est-ce qui a changé? La Coupe du Monde 2030. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal co-organiseront la première Coupe du Monde jamais tenue sur 2 continents. Soudainement, relier l'Europe et l'Afrique par voie terrestre est devenu plus qu'un fantasme d'ingénierie. C'est devenu une nécessité politique. Revenus touristiques, fierté nationale, attention mondiale. Cependant, le tunnel ne sera pas prêt pour la Coupe du Monde 2030. Les prévisions actuelles estimant l'achèvement pour 2040 ou plus tard. Les chiffres sont éloquents. La FIFA estime que la Coupe du Monde 2030 pourrait attirer plus de 5 millions de visiteurs internationaux dans les 3 pays hôtes. Le voyage traditionnel entre l'Espagne et le Maroc consiste soit à prendre l'avion, soit à emprunter les ferries qui traversent le détroit. Les vols nécessitent des transferts vers les aéroports, des retards liés à la sécurité et des horaires dépendants de la météo. Les ferries mettent 35 minutes pour la traverser, mais il faut ajouter le temps de chargement des véhicules et les procédures portuaires. Bien que le tunnel ne serve pas la Coupe du Monde 2030, le tournoi a créé un élan politique pour le projet. Un tunnel ferroviaire à grande vitesse révolutionnerait à terme les habitudes de voyage entre les continents. Le temps de trajet entre Madrid et Casablanca pourrait tomber à moins de 4 heures, ce qui serait compétitif par rapport à l'avion si l'on prend en compte les délais dans les aéroports. L'impact économique va bien au-delà du tourisme. L'Espagne et le Maroc renforcent leurs relations commerciales depuis des décennies. Le Maroc est désormais le partenaire commercial de l'Espagne, à la croissance la plus rapide en Afrique. Les entreprises espagnoles ont massivement investi dans l'industrie automobile marocaine, les énergies renouvelables et les télécommunications. Une liaison ferroviaire directe accélérait considérablement ces tendances. Le réseau ferroviaire à grande vitesse du Maroc change la donne. En 2018, le Maroc a lancé Alborak, le premier train à grande vitesse d'Afrique. Ces machines élégantes atteignent 320 km/h, reliant Tanger à Casablanca en un peu plus de 2 heures.
Le trajet qui prenait autrefois près de 5 heures en train classique se fait désormais plus rapidement que le trajet matinal de la plupart des gens. Al-Barak représente bien plus que de simples trains rapides. L'ensemble du système a été conçu dans l'optique d'une intégration européenne. Les trains utilisent la technologie TGV française, adaptée aux conditions marocaines. Les systèmes électriques fonctionnent selon les mêmes normes que le réseau à grande vitesse espagnol. Même l'écartement des voies correspond parfaitement aux spécifications européennes. L'investissement a été colossal, plus de 2 milliards de dollars pour la première ligne de 200 km, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Al-Barak a transporté plus de 6 millions de passagers depuis son ouverture, avec une fréquentation qui augmente régulièrement chaque année. Les voyageurs d'affaires font désormais la navette de façon routinière entre les grandes villes du Maroc. Les touristes peuvent facilement visiter plusieurs destinations en un seul voyage. Les plans d'expansion actuels sont encore plus ambitieux. Le Maroc prolonge la ligne à grande vitesse, vers le sud jusqu'à Marrakech d'ici 2029, ajoutant 430 km de voies supplémentaires. À terme, le réseau pourrait s'étendre jusqu'à Agadir sur la côte atlantique, créant ainsi un système ferroviaire à grande vitesse de 500 km traversant tout le pays. Al-Barak utilise les mêmes systèmes électriques et l'écartement des voies que le réseau à grande vitesse espagnol. Ce n'est pas un hasard. Les planificateurs marocains ont toujours eu l'intention que leur train traverse un jour vers l'Europe. L'infrastructure existe déjà des deux côtés. Il ne reste plus qu'à relier les deux par un tunnel. Les plans actuels prévoient que le tunnel relie Punta Paloma, dans le sud de l'Espagne, à Malabata, près de Tanger, au Maroc. Cet itinéraire évite les parties les plus profondes du détroit, tout en offrant la traversée la plus courte possible. Les trains transporteraient à la fois des passagers et des véhicules, à l'image du service de navette du tunnel sous la Manche. Mais parlons de ce que cela signifie vraiment. Le tunnel créerait la première connexion terrestre permanente entre l'Europe et l'Afrique depuis la séparation des continents il y a des millions d'années. Les routes commerciales qui dépendent actuellement du transport maritime lent pourraient passer au transport ferroviaire rapide. Un conteneur quittant le Maroc pourrait atteindre Berlin plus rapidement que les routes maritimes actuelles n'atteignent Londres. Les possibilités économiques sont immenses. Le Maroc sert de porte d'entrée à toute l'Afrique. Le pays est devenu un important centre de fabrication automobile, produisant des pièces pour des marques européennes comme Renault, Peugeot et Ford. Les usines marocaines exportent désormais pour plus de 10 milliards de dollars de produits automobiles chaque année. Avec une liaison ferroviaire directe, ces usines pourraient s'intégrer encore plus étroitement aux chaînes d'approvisionnement européennes. L'agriculture représente une autre opportunité majeure. Le Maroc produit des agrumes, des légumes et d'autres cultures que les marchés européens demandent toute l'année. Actuellement, ces produits voyagent par camion jusqu'au port, puis par bateau vers les destinations européennes. Un tunnel ferroviaire pourrait réduire considérablement les temps de transport, tout en diminuant les coûts et l'impact environnemental. Le secteur de la logistique se prépare déjà à cette transformation. Les grandes compagnies maritimes étudiaient comment un tunnel sous Gibraltar pourrait affecter leur liaison entre l'Europe et l'Afrique. Certains prédisent que le transport ferroviaire pourrait capter 30% ou plus des volumes de frais maritimes actuels sur certaines routes. Le tourisme fonctionne dans les deux sens. Les visiteurs européens pourraient facilement explorer les villes impériales du Maroc, Marrakech, Fès, Casablanca, sans les tracas des aéroports ou des terminaux de ferry. Les escapades du week-end à Marrakech depuis Madrid pourraient devenir aussi courantes que les excursions de Paris à Londres. Pendant ce temps, les touristes nord-africains pourraient accéder aux attractions européennes avec une commodité sans précédent. Les implications culturelles sont tout aussi profondes. Un lien terrestre permanent accélérait l'échange d'idées, de langues et de traditions entre les continents. Les étudiants pourraient facilement partir étudier à l'étranger. Les travailleurs pourraient faire la navette entre les pays. Les familles séparées par le détroit pourraient maintenir des liens plus étroits. Les récents développements diplomatiques rendent le tunnel plus probable que jamais. Fin 2024, le président français Emmanuel Macron s'est rendu au Maroc pour la première fois en 6 ans, signant des accords d'une valeur de 10 milliards d'euros. Ces accords prévoient notamment l'extension du réseau ferroviaire à grande vitesse du Maroc vers le sud jusqu'à Marrakech, dont l'achèvement est prévu avant la Coupe du Monde 2030. Le financement demeure l'un des plus grands défis. Contrairement au tunnel sous la Manche, qui a été financé par le secteur privé, le projet de Gibraltar nécessitera probablement d'énormes investissements publics de la part de l'Espagne et du Maroc. L'Union européenne a déjà contribué aux études de faisabilité, ce qui laisse entrevoir un soutien potentiel pour l'ensemble du projet.
Les banques internationales de développement suivent la situation de près. La Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement ont toutes deux financé la ligne à grande vitesse Alborak au Maroc. Ces institutions pourraient fournir un financement crucial pour le projet de tunnel, d'autant plus qu'il pourrait stimuler le développement économique dans toute l'Afrique du Nord. Des investisseurs privés manifestent également leur intérêt. De grandes entreprises de construction comme Bouygues, Vinci et ACS disposent de l'expertise et des ressources financières nécessaires pour participer à de tels mégaprojets. La promesse de contrats d'exploitation et de maintenance s'étalant sur plusieurs décennies rend le tunnel attractif, malgré les coûts initiaux énormes. Les défis d'ingénierie restent redoutables. La société suisse Lombardy Engineering, qui a participé à la conception du tunnel sous la Manche, a étudié le projet de Gibraltar en 2006. Leur conclusion, techniquement possible, mais bien plus complexe que tout ce qui a été tenté auparavant. La présence de 2 chenaux d'argile, profondes à mi-chemin du détroit, complique la construction. Ces couches de sédiments mous pourraient faire que les tunneliers se retrouvent bloqués ou endommagés. La technologie moderne de creusement de tunnels a considérablement progressé depuis 2006. Les machines les plus récentes sont équipées de radars sophistiqués à pénétration de sol, capables de détecter les changements géologiques en amont de la tête de coupe. Des systèmes de guidage contrôlés par ordinateur peuvent ajuster le tracé du tunnel en temps réel pour éviter les obstacles. Des outils de coupe améliorés peuvent gérer des conditions géologiques mixtes qui auraient arrêté les machines précédentes. Les machines elles-mêmes sont de véritables merveilles d'ingénierie. Un tunnelier typique pour ce projet mesurerait environ 9 mètres de diamètre et s'étendrait sur 200 mètres de longueur, conformément aux spécifications techniques des plans de tunnel actuels. Ces monstres mécaniques pèsent jusqu'à 40 tonnes et coûtent environ 100 millions d'euros chacun. Ils fonctionnent comme de véritables usines souterraines, creusant la roche, installant simultanément le revêtement en béton du tunnel et évacuant les déblais grâce à des systèmes de convoyeurs. L'activité sismique exige des approches entièrement nouvelles en matière de conception de tunnels. Les tunnels traditionnels en béton rigide se fissuraient lors de tremblements de terre. Les ingénieurs étudiaient des systèmes de joints flexibles permettant aux sections du tunnel de bouger indépendamment les unes des autres. Imaginez cela comme un immense serpent souterrain capable de se plier sans se casser. Ces joints doivent rester étanches tout en permettant des mouvements de plusieurs centimètres lors de séismes majeurs. Les ingénieurs japonais ont été les pionniers de bon nombre de ces techniques en réponse à la forte activité sismique de leur pays. Le tunnel du Seikan, qui relie les principales îles du Japon, fonctionne avec succès dans l'une des régions les plus exposées aux séismes au monde. Cependant, le tunnel du Seikan atteint une profondeur maximale de seulement 240 mètres, soit la moitié de la profondeur prévue pour Gibraltar. La pression de l'eau à la profondeur maximale atteint des niveaux qui écraseraient les conceptions de tunnels conventionnels. Les parois en béton doivent être suffisamment épaisses pour résister à des pressions équivalentes à plusieurs éléphants posés sur chaque mètre carré. Des systèmes d'étanchéité spécialisés doivent empêcher même les plus petites fuites qui pourraient, à terme, inonder le tunnel. La gestion de la température devient cruciale à de telles profondeurs. La température de la roche augmente considérablement en profondeur. Ajoutez à cela la chaleur générée par les trains à grande vitesse, les systèmes électriques et les équipements de ventilation, et le tunnel pourrait devenir dangereusement chaud. Des systèmes de refroidissement doivent fonctionner en continu pour maintenir des conditions sûres. Les procédures d'urgence nécessitent une réflexion totalement nouvelle. Si un incident survient dans le tunnel sous la Manche, les équipes de secours peuvent atteindre n'importe quel point en moins de 30 minutes. Dans le tunnel de Gibraltar, les sections les plus profondes pourraient être beaucoup plus longues à atteindre. Les issues de secours, les chambres d'urgence et les systèmes de secours doivent tenir compte de cet environnement extrême. Les calendriers de construction actuels ne visent plus 2030. Des rapports récents suggèrent que l'achèvement est désormais prévu pour 2040 ou plus tard, ce qui est probablement réaliste compte tenu des immenses défis techniques. Le tunnel sous la Manche a nécessité 6 ans de travaux à travers une géologie relativement simple. Les conditions difficiles de Gibraltar pourraient facilement allonger ce délai de manière significative. Les implications géopolitiques vont bien au-delà du simple transport. Un lien permanent entre l'Europe et l'Afrique transformerait fondamentalement les relations commerciales et les échanges culturels. Les dirigeants européens considèrent le Maroc comme un partenaire stable dans une région de plus en plus instable. Le tunnel représente un pari énorme sur la poursuite de la coopération. Mais il existe aussi des critiques. Les groupes environnementaux s'inquiètent de la perturbation des écosystèmes marins sensibles. Le détroit abrite une faune diversifiée, notamment des routes de migration pour les baleines et les dauphins. Les activités de construction pourraient perturber ces schémas de façon permanente.
Certains économistes s'interrogent sur la viabilité financière du tunnel. La grande vitesse ferroviaire est la plus efficace pour des distances comprises entre 200 et 800 km. Au-delà de cette distance, l'avion devient plus compétitif. La distance entre Madrid et Casablanca est d'environ 900 km, ce qui se situe à la limite de l'efficacité du rail. Les préoccupations en matière de sécurité sont également importantes. Une connexion terrestre permanente entre les continents pourrait faciliter l'immigration illégale ou la contrebande. Les contrôles aux frontières devraient être absolument hermétiques. La moindre faille de sécurité pourrait saper le soutien politique à l'ensemble du projet. Des alternatives techniques existent. Certains ingénieurs proposent des tunnels flottants, des tubes sous-marins ancrés au fond marin mais non enfouis sous celui-ci. Ces structures pourraient éviter les formations rocheuses les plus profondes tout en offrant une traversée fixe. Cependant, des tunnels flottants n'ont jamais été construits à l'échelle ou à la profondeur de Gibraltar. Les options de pont restent techniquement impossibles. La profondeur de 900 mètres du détroit nécessiterait des pylônes de soutien plus hauts que toute structure jamais construite. L'activité sismique et le trafic maritime rendent les ponts totalement impraticables. Si cette traversée voit le jour, ce sera assurément un tunnel. Les concurrents régionaux observent de près. La Turquie construit d'immenses projets d'infrastructures reliant l'Europe et l'Asie. La Russie a évoqué des tunnels à travers divers détroits. L'initiative La Ceinture et la route de la Chine comprend plusieurs traversées sous-marines. Le tunnel de Gibraltar représente la réponse de l'Europe à ses ambitieux projets de connectivité. À l'avenir, le succès dépendra d'une volonté politique soutenue des deux gouvernements. Les méga-projets s'étendent généralement sur plusieurs cycles électoraux. Les nouveaux dirigeants doivent rester fidèles à la vision de leurs prédécesseurs. Des crises économiques, une instabilité politique ou des tensions diplomatiques pourraient facilement faire dérailler le projet. Les avancées techniques dans la technologie du creusement de tunnels améliorent les chances de réussite. Les tunneliers sont devenus plus grands, plus puissants et plus précis depuis l'époque du tunnel sous la Manche. La modélisation informatique permet de prédire les conditions géologiques avec une précision inégalée. Ces améliorations pourraient rendre les défis de Gibraltar gérables. La Coupe du Monde 2030 offre une échéance ferme qui mobilise les esprits et les budgets. Les grands événements sportifs ont historiquement stimulé le développement des infrastructures. Le Japon a construit son réseau de trains à grande vitesse pour les Jeux olympiques de 1964. La Chine a construit d'immenses systèmes de transport pour les Jeux olympiques de 2008. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal ont une motivation similaire pour 2030. La construction effective du tunnel dépend de facteurs qui dépassent le simple domaine de l'ingénierie. La stabilité politique, la croissance économique, les avancées technologiques et la coopération internationale doivent toutes s'aligner parfaitement. La marge d'erreur reste extrêmement mince. Les études de faisabilité actuelles estiment que le tunnel pourrait transporter environ 12,8 millions de passagers par an, bien que ces chiffres restent des estimations susceptibles d'évoluer au fil du développement du projet. C'est à peu près l'équivalent de la population de la Belgique traversant les continents chaque année. Les projections de capacité de fret suggèrent que le tunnel pourrait prendre en charge une part importante du commerce Europe-Afrique, bien que les volumes exacts dépendent des tarifs et des accords logistiques. Les retombées économiques se feraient sentir sur les deux continents. Mais nous avons déjà entendu des promesses ambitieuses par le passé. Les études des années 1930 promettaient une traversée de Gibraltar en l'espace de quelques décennies. La relance des années 1980 a suscité un optimisme similaire. Les générations précédentes d'ingénieurs n'ont pas pu concrétiser ce projet. Cette génération fait face aux mêmes défis fondamentaux, auxquels s'ajoutent de nouvelles complexités. Le tunnel de Gibraltar représente la tentative la plus audacieuse de remodeler la géographie par l'ingénierie. Un succès créerait le premier lien permanent entre l'Europe et l'Afrique depuis la séparation des continents. Un échec nous rappellerait que certains obstacles existent pour de bonnes raisons. À seulement 5 ans de la Coupe du Monde 2030, nous allons bientôt découvrir si la technologie moderne peut enfin venir à bout de l'un des obstacles les plus tenaces de la planète. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. La question n'est pas de savoir si nous pouvons creuser à travers 900 mètres de roche sous l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Monaco est le deuxième plus petit pays du monde, si minuscule que l'on peut le traverser à pied en moins d'une heure. Pourtant, il abrite plus de milliardaires au kilomètre carré que n'importe quel autre endroit sur Terre. Lorsque ce micro-État ultra riche a manqué d'espace, il a lancé un méga-projet à 2 milliards de dollars pour repousser la mer Méditerranée elle-même, le Mara Terra. Cette expansion ne crée pas seulement de nouveaux biens immobiliers de luxe, elle redéfinit ce qui est possible lorsque la richesse illimitée rencontre l'innovation en ingénierie. Le problème de Monaco est simple, il n'y a plus de place.
Avec seulement 0,78 miles carrés, ce micro-État est plus petit que Central Park à New York, mais il abrite 39 000 habitants, ce qui en fait le pays le plus densément peuplé de la planète. Mais la densité n'est pas le véritable sujet ici. Ce qui compte, c'est qui vit à Monaco. Un habitant sur 3 est millionnaire. Le prix moyen d'une maison, 5,2 millions de dollars. Vous voulez un appartement de bonne taille avec vue sur la mer? Il vous en coûtera 30 millions de dollars. L'équation est implacable. Quand on est coincé entre la mer et les montagnes, avec chaque centimètre carré déjà construit, comment continuer à se développer? Comment loger l'élite propriétaire de yachts qui fait tourner votre économie? Pour le prince Albert II, la réponse était évidente. Si vous ne pouvez pas vous étendre vers l'extérieur ou vers le haut, étendez-vous sur la mer elle-même. Il ne s'agit pas seulement d'appartements de luxe. L'économie de Monaco dépend de sa capacité à attirer et à retenir les ultra-riches. Sans possibilité de croissance, la principauté risque de perdre son avantage concurrentiel face à d'autres paradis fiscaux dans le monde. Ce n'est pas la première tentative de conquête navale de Monaco. Depuis les années 1950, la principauté a gagné près de 20% de son territoire sur la Méditerranée, y compris le quartier glamour de la plage du Larvoto et les terrains qui accueillent son célèbre Grand Prix de Formule 1. Le quartier de Fontvieille, achevé en 1981, a ajouté 0,08 miles carrés, soit une augmentation massive de 10% du territoire de Monaco. Construit sous le règne du prince Régnier III, surnommé le prince bâtisseur, ce projet a transformé un affleurement rocheux en grande partie stérile en un emplacement immobilier de premier choix qui abrite aujourd'hui 3000 résidents. Mais le nouveau projet Maraterra est différent. Les précédentes opérations de remblaiement consistaient essentiellement en des opérations de remplissage et de construction. On déversait des rochers et du béton dans la mer, on aplanissait le tout, puis on commençait à construire. Cette méthode n'est plus envisageable, surtout lorsque le souverain de Monaco se présente comme un champion de l'environnement, et alors que l'écosystème méditerranéen subit déjà une pression immense due au changement climatique, à la surpêche et à la pollution. Le prix de 2 milliards de dollars ne sert pas seulement à acheter du terrain, il finance une nouvelle approche de l'expansion qui tente de concilier luxe et durabilité. L'extension Maraterra couvre 15 acres, soit environ 15 terrains de football, et prolonge le littoral monégasque de près de 150 mètres dans la Méditerranée. Mais la véritable prouesse d'ingénierie se déroule sous l'eau. Contrairement aux méthodes traditionnelles de remblaiement qui consistent simplement à déverser du béton et des rochers sur le fond marin, Maraterra repose sur une fondation de 18 caissons en béton massif. Chacun d'eux mesure 7 étages de haut et pèse 10 000 tonnes, fabriqués à terre, puis remorqués en mer et immergés à des emplacements précisément cartographiés. La logistique à elle seule est vertigineuse. Chaque caisson a nécessité 3800 mètres cubes de béton, soit de quoi remplir une piscine olympique. Une usine spécialisée a été construite uniquement pour produire ces structures gigantesques qui ont ensuite été transportées par barge jusqu'à leur emplacement final. Ces caissons creux en béton n'ont pas simplement été déposés sur le fond marin. Les ingénieurs ont d'abord dû retirer 500 000 mètres cubes de sol meuble instable et les remplacer par une fondation plus stable. Chaque étape devait prendre en compte les risques potentiels de séisme, car Monaco se trouve dans une zone d'activité sismique. La conception devait également résister aux tempêtes de plus en plus violentes de la Méditerranée, conséquence directe du changement climatique. Des modèles informatiques ont simulé des tempêtes centennales afin de garantir que les structures puissent résister à des vagues atteignant 8 mètres de haut. Les caissons eux-mêmes ont été conçus avec des ouvertures et des surfaces texturées pour encourager la colonisation par la vie marine. En quelques mois, ces structures artificielles ont commencé à se transformer en récifs artificiels, une tentative d'atténuer l'impact environnemental du projet. Une fois les caissons en place, l'espace entre eux et le rivage d'origine a été comblé avec 1,5 million de tonnes de sable importé de carrières du nord de l'Italie. Ce n'était pas n'importe quel sable. Il a été soigneusement sélectionné pour correspondre à la composition et à la couleur des plages existantes de Monaco. Est-ce suffisant? Nous explorerons cette question plus tard. Mais d'abord, voyons ce que Monaco construit réellement sur ces terres gagnées sur la mer. Quand on est déjà la nation la plus riche du monde par habitant, son nouveau quartier ne peut pas simplement être agréable, il doit être extraordinaire. Maraterra accueillera environ 1000 résidents ultra riches dans 120 appartements de luxe. La pièce maîtresse est un gratte-ciel saisissant en forme de voilier, conçu par le célèbre architecte Renzo Piano, un clin d'œil délibéré à l'héritage maritime de Monaco. Le design de Piano n'est pas seulement esthétique, il est aussi fonctionnel. La forme incurvée du bâtiment minimise la résistance au vent, un aspect crucial pour une structure construite sur des terres artificielles. Sa façade en forme de voile intègre des panneaux photovoltaïques qui génèrent jusqu'à 40% des besoins énergétiques du bâtiment.
Autour de cette pièce maîtresse se trouvent 6 immeubles résidentiels plus petits, chacun conçu pour maximiser la lumière naturelle et minimiser la consommation d'énergie. Chaque appartement offre une vue sur la mer, une caractéristique indispensable lorsque les prix commencent à 100 000 $ le mètre carré. Mais le véritable argument de vente n'est pas seulement l'architecture, ce sont les atouts écologiques. Le quartier est conçu pour être neutre en carbone, avec des panneaux solaires, des pompes à chaleur utilisant l'eau de mer et des systèmes de récupération des eaux de pluie. Les bâtiments sont dotés de murs végétalisés et de jardins sur les toits. Il y a même une petite colline artificielle, une rareté dans la Monaco à l'espace si limité, créant un parc public qui surplombe la Méditerranée. Le projet comprend un système sophistiqué de gestion des déchets qui trie et traite les ordures sous terre, éliminant ainsi le besoin de camions poubelles. Des capteurs intelligents surveillent en temps réel la qualité de l'air, la consommation d'eau et d'énergie, ajustant les systèmes pour une efficacité maximale. Les voitures, elles sont reléguées sous terre. Tout le quartier est entièrement piéton, les véhicules accédant aux appartements et aux commerces par un réseau de tunnels souterrains. Des navettes électriques assurent les déplacements à l'intérieur du quartier, en connexion avec le réseau de transport public existant de Monaco. Pour le prince Albert II, cette démarche écologique n'est pas qu'un argument marketing, c'est une affaire personnelle. En tant qu'océanographe et défenseur de l'environnement, il a positionné Monaco comme un leader de la conservation marine. Mare Terra est sa tentative de prouver que développement et préservation de l'environnement peuvent coexister. Mais un projet qui modifie fondamentalement le littoral peut-il vraiment être durable? Dès le début, Mare Terra a fait face à une vive opposition de la part des groupes environnementaux. Leur préoccupation était simple. Toute extension artificielle dans la mer perturberait les écosystèmes marins. Le site du projet chevauchait une prairie protégée de Posidonie, une plante sous-marine essentielle à la biodiversité marine et à la séquestration du carbone. Ces poumons de la Méditerranée mettent des siècles à se développer et sont déjà menacés dans toute la région. 1 mètre carré de Posidonie peut produire 14 litres d'oxygène par jour et abriter jusqu'à 300 espèces différentes. Détruire ces prairies ne nuit pas seulement à la vie marine locale, cela contribue aussi au changement climatique en éliminant un puits de carbone naturel. La solution de Monaco? Transplanter soigneusement la Posidonie dans une nouvelle zone protégée avant le début des travaux. Des équipes de plongeurs ont minutieusement déplacé plus de 500 mètres carrés de Posidonie vers une réserve marine voisine. La principauté a également financé la création de récifs artificiels et de zones marines protégées pour compenser l'impact du projet. Plus de 600 structures en béton ont été placées sur le fond marin afin de créer de nouveaux habitats pour la faune marine déplacée. De plus, Monaco s'est engagé à consacrer 35 millions de $ à des projets de conservation marine dans toute la Méditerranée. Cela comprenait le financement d'expéditions de recherche, le soutien aux zones marines protégées dans les pays voisins, ainsi que le lancement de programmes éducatifs sur la préservation des océans. Les critiques soutiennent que ces mesures ne sont qu'une façade, qu'il est impossible de réellement compenser la modification permanente du littoral. Selon des biologistes marins indépendants, la Posidonie transplantée n'a que 50% de chances de survie. Et les récifs artificiels, bien qu'utiles, ne peuvent pas remplacer les écosystèmes complexes qui se sont développés naturellement au fil de milliards d'années. Mais les défenseurs de Monaco mettent en avant le système strict de surveillance environnementale du projet, qui suit en temps réel la qualité de l'eau, la biodiversité marine et la santé des écosystèmes. Tout impact négatif significatif déclenche des mesures d'atténuation immédiate. La réalité se situe quelque part entre les deux. Mare Terra représente une amélioration significative par rapport au précédent projet de poldérisation de Monaco, mais il modifie tout de même fondamentalement le littoral naturel. La question n'est pas de savoir s'il y a un impact environnemental, mais si cet impact est justifié par le besoin désespéré d'espace de la principauté. À 2 milliards de $ pour 15 acres, Mare Terra revient à environ 133 millions de $ par acre, ce qui en fait l'un des biens immobiliers les plus chers jamais créés. Les chiffres sont vertigineux. La fondation en caisson à elle seule coûte 450 millions de $. Les mesures d'atténuation environnementale ont ajouté 200 millions de $ supplémentaires. Les techniques de construction spécialisées nécessaires pour bâtir sur des terres gagnées sur la mer ont entraîné une majoration de 40% des coûts de construction par rapport à une construction sur terrain naturel. Mais le gouvernement monégasque s'attend à récupérer cet investissement plusieurs fois. Les appartements à eux seuls devraient se vendre à plus de 100 000 $ le pied carré, soit plus du double du prix moyen du marché du luxe existant à Monaco. Cela représente environ 3,5 milliards de $ rien qu'en vente résidentielle. En ajoutant les espaces commerciaux, les parkings et les places de marina, le chiffre d'affaires total pourrait dépasser 5 milliards de $, soit un retour sur investissement de 150%.
Pour les acheteurs, ces prix sont justifiés. Monaco offre une combinaison puissante de sécurité, de confidentialité et surtout d'avantages fiscaux. Avec aucune imposition sur le revenu, aucune taxe sur les plus-values et aucune taxe foncière, la principauté est un véritable paradis pour les ultra-riches. Un milliardaire qui achète un appartement à 50 millions de dollars à Mare Terra pourrait économiser autant en impôts en seulement quelques années de résidence, rendant ainsi la propriété pratiquement gratuite sur le long terme. Les effets économiques en cascade s'étendent bien au-delà de l'immobilier. Le projet a créé plus de 2000 emplois dans la construction et soutiendra à terme des centaines de postes permanents dans le commerce de détail, l'hôtellerie et la gestion immobilière. Mare Terra comprend également un petit incubateur technologique qui s'inscrit dans l'effort de Monaco pour diversifier son économie au-delà de la banque et du tourisme. La principauté espère attirer des startups de la fintech et de la green tech en offrant des incitations fiscales et des infrastructures de pointe. Pour Monaco, le calcul est simple. Sans expansion, la croissance s'essouffle. Et dans le monde à enjeux élevés des paradis fiscaux, rester immobile signifie prendre du retard sur des concurrents comme Singapour, Dubaï et les îles Caïmans. Mais la poldérisation a ses limites. Même avec sa nouvelle extension, Monaco reste minuscule. La principauté a déjà construit en hauteur, avec des gratte-ciel qui dominent sa ligne d'horizon. Elle a construit en profondeur avec des parkings souterrains et des centres commerciaux. Désormais, elle s'étend vers la mer. Que se passe-t-il lorsque ces options sont épuisées? C'est là qu'intervient la prochaine frontière de Monaco. Monaco prépare déjà sa prochaine expansion, mais cette fois, la vision est bien plus radicale. Des quartiers flottants qui ne se contentent pas d'étendre le littoral, mais créent de tout nouveaux espaces immobiliers au-dessus des vagues. Les premiers concepts présentent des plateformes flottantes modulaires, pouvant être agrandies ou reconfigurées selon les besoins, une solution qui pourrait potentiellement causer moins de perturbations environnementales que la poldérisation traditionnelle. Ces structures flottantes seraient ancrées au fond marin, mais monteraient et descendraient au rythme des marées. Les plans préliminaires incluent des espaces d'observation sous-marins, permettant aux résidents de vivre à la fois au-dessus et en dessous de la surface de l'eau. Est-ce là l'avenir du développement urbain dans les villes côtières confrontées à la montée des eaux et au manque d'espace? Ou bien est-ce un nouvel exemple de la façon dont les ultra-riches vivent selon des règles différentes du reste d'entre nous? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran. Merci de nous avoir regardés.